Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord en direction Sud Radio. Ravi de vous retrouver avec nos invités aujourd'hui. Lounès Adjroud, adjoint à la mairie de Châtillon, porte-parole du PS. Bonjour Lounès. Bonjour. Éric Tegner, journaliste, président, directeur de la rédaction de Livre Noir. Bonjour Éric. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour Jean-Baptiste. Et puis Frédéric Fougera, président de Tuncan Paris, c'est une agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie. Vous êtes en forme, ça va tous? Super en forme. Super. Alors on commence avec vous, Lounès. Votre coup de cœur aujourd'hui, c'est destiné au vaccin contre le cancer. Exactement, parce qu'on a appris il y a quelques jours que le laboratoire aux immunothérapeutiques avait développé, développait depuis un certain nombre d'années un vaccin contre le cancer du poumon et qui là est arrivé en phase 3 randomisée avec des résultats assez probants, assez prometteurs sur des malades dans des situations assez avancées de cancer, avec parfois même systématiquement des chimiothérapies qui ne trouvaient pas de résultats suffisamment satisfaisants. Et les premiers résultats de cette phase montrent que ça diminue de 41% le risque de décès lorsque le patient est atteint de cette pathologie, et ça augmente la durée de vie ensuite. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc il faut s'en réjouir. On sait que c'est un cancer qui a atteint beaucoup de gens sur la planète, et il faut se réjouir aussi que ce soit un laboratoire français qui ait fait... C'est le premier taux de mortalité sur la planète. Et il faut se réjouir que ce soit un laboratoire français qui ait fait, nantais je crois, qui ait fait ce travail. Oui, le taux de cancer qui a doublé depuis 1990. C'est vrai que c'était nos confrères du Parisien qui ont titré là-dessus. C'est une excellente nouvelle, Frédéric Fougera. C'est une incroyable, une formidable nouvelle. Parce que tout ce qui touche au cancer, ça donne. On a rarement une vision positive sur le moyen ou le long terme. Et je voudrais profiter de cette excellente nouvelle pour saluer deux associations. Je fais un pré-coup de cœur. Il y a une première association qui s'appelle Cancer at Work, qui accompagne les entreprises sur la vie de leurs collaborateurs atteints d'un cancer. Et c'est très important de parfois pouvoir pouvoir en parler, parce que c'est parfois compliqué. Parfois de rester en poste, parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester en poste, et ça peut faire partie de leur thérapie pour avoir le moral, pour avoir un meilleur physique, pour affronter la maladie, et puis aussi pour retourner au travail quand ça n'a pas été le cas. Et puis je voudrais aussi saluer tout le travail qui est fait par les bénévoles, notamment de la Ligue contre le cancer, qui m'ont fait l'honneur de demander de les rejoindre dans leur commission communication. Et ce genre de bonnes nouvelles, ça ne fait pas moins de boulot pour eux, ça fait juste plus d'espoir. Et c'est incroyable et formidable, à commencer pour ceux qui souffrent d'un cancer, évidemment. Oui, Jean-Baptiste Moreau. Non, c'est une excellente nouvelle, et d'autant plus que c'est un laboratoire français, et on rappellera que c'est la technologie de l'ARN messager qui a permis de développer ce vaccin. Alors j'entends déjà les complotistes de tout poil qui vont nous expliquer sans doute pique-pendre sur cette technologie, mais c'est aussi la technologie qui a permis le vaccin contre le Covid, je le rappelle. Cette technologie de l'ARN messager, moi je l'ai appris à l'école, l'ARN messager, donc c'est pas très très récent non plus. C'est quelque chose sur lequel les chercheurs travaillent depuis presque 50 ans, l'ARN messager, et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, grâce à cette technologie, on va arriver à développer, alors pour le moment c'est le cancer du poumon, mais sans aucun doute sur d'autres types de cancers, un certain nombre de vaccins et de thérapeutiques. Donc voilà, bravo, et bravo à ce laboratoire français, comme quoi les laboratoires français sont pas si à la traîne que ça. Il s'est trouvé que sur le Covid, effectivement, ils étaient pas trop sur cette pathologie-là, mais on voit bien qu'ils sont sur d'autres et qu'ils travaillent, et qu'on a des chercheurs de pointe dans notre pays. Éric Tegner. C'est vrai que ça lave quand même l'affront qu'on avait subi pendant la crise Covid, où un des plus grands laboratoires quand même au monde, qui est français, Sanofi, n'avait pas réussi justement à créer un vaccin. Moi j'en profite aussi, après évidemment cette victoire, pour aussi mettre en avant le fait qu'il faut pour le coup développer beaucoup plus l'accompagnement des accompagnants de ceux qui ont le cancer.
On en parle souvent, notamment des parents qui vont s'occuper de leurs propres parents. Ils peuvent avoir 50 ans, leurs parents 75 ans, ils peuvent avoir le cancer. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place au niveau des entreprises. Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau de la prise en compte des points, notamment dans la retraite. La dernière réforme des retraites, ça avait été mis en avant, mais malheureusement pas appliqué. Et également pour les parents qui ont des enfants qui sont atteints par le cancer en bas âge. Ça, on en parle souvent pas du tout assez, parce que pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué à vivre au niveau de l'accompagnement, et ça peut être compliqué aussi pour le reste de la famille. Et ça, je trouve que pour le coup, il y a un vrai vide à ce niveau-là sur la question des accompagnants. Frédéric Fougera, on passe à votre coup de cœur pour une association, Les Petits Princes. Oui, c'est ma journée de soutien aux associations. Oui. Alors, Les Petits Princes, peut-être ne connaissez-vous pas encore cette association qui pourtant existe depuis 1987. Petit Prince a vocation à réaliser les rêves d'enfants et ados atteints de maladies graves. Et quand je dis grave, c'est très grave. Et notamment, évidemment, le cancer. L'association vient de réaliser plusieurs rêves dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. C'est pour ça qu'elle a une actualité et ce qui me donne l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et elle vient d'atteindre son 9 millième rêve. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance que cela peut représenter, le travail, les heures de travail que tout ceci peut représenter. Les 100 bénévoles de l'association font plus que du bien aux enfants parce que les rêves apportent une énergie pour affronter la maladie, pour se battre contre la maladie. Quand la fondatrice a créé cette association, on la regardait un peu bizarrement. Aujourd'hui, ça fait partie du parcours thérapeutique que d'apporter du moral en plus des soins. Et les membres du corps médical assurent que la réalisation des rêves aide ces enfants à se sentir mieux émotionnellement et parfois, souvent aussi physiquement. À noter que Petit Prince, c'est la seule association en France à réaliser plusieurs rêves pour le même enfant malade. C'est-à-dire qu'ils viennent pas une fois puis après ils disparaissent. Non, ils continuent de l'accompagner si son état de santé le permet. Tout ceci est très encadré par des médecins, et les médecins des enfants et les médecins de l'association, et en fonction de l'évolution de la pathologie et de ses traitements. Donc c'est un accompagnement sur le long terme. Les bénévoles sont en contact régulier avec les enfants, mais aussi avec les familles, parce qu'il faut accompagner les familles et les aidants, et avec le personnel médical pour assurer le soutien dans la durée. Voilà, un coup de cœur pour Petit Prince. Évidemment, pour ceux qui y travaillent, et notamment la centaine de bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. Plus que jamais, le rôle des associations, vous venez de les souligner, est majeur, alors que les hôpitaux en France sont vraiment en souffrance. Nounès Adjoub. Je vous confirme, les associations font partie du cœur battant de notre pays. On était là les premiers et deuxièmes week-ends de septembre. C'est traditionnellement dans nos communes les week-ends de forum des associations, et on voit à quel point dans nos villes, et en plus j'ai le bonheur d'être adjoint notamment à la vie associative, on voit à quel point sur les questions de solidarité, sur les questions même des aidants, sur le sport, sur tout un tas de thématiques, elles font vivre notre quotidien, et en fait on est toutes et tous en contact avec elles, et c'est pour ça que se pose une vraie question, la question du bénévolat, qui est en crise aujourd'hui. C'est la première question que vous posent les associations. Aidez-nous à trouver des bénévoles. Comment on fait pour accompagner le bénévolat et le créditer dans la vie d'une personne, que ce soit au niveau de la retraite, que ce soit au niveau de plein de choses qu'il faut travailler et sur lesquelles on est, à mon sens, assez en retard dans notre pays. Éric Tegner. D'ailleurs, je ne vais pas lancer la polémique, mais en tout cas, pour aider le bénévolat, c'est certainement pas en faisant ce qu'a fait France 2 et complément d'enquête face justement aux bénévoles du Puy du Fou. Enfin, un système qui permet justement de mobiliser des bénévoles, de les valoriser, et derrière, ils se font casser. Je dirais que sur les associations, paradoxalement, c'est scandaleux. En fait, je dirais que les associations aient autant de place. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette place, parce que l'État ne l'a plus. Alors qu'on a un niveau de dépenses publiques qui aujourd'hui est complètement faramineux. Mais pour autant, effectivement, c'est un fait, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et là-dessus, je voudrais mettre en avant une disposition que veut pousser par exemple des députés et des sénateurs des Républicains, qui disent qu'il faut absolument que les députés aient à nouveau ce qu'on appelait à l'époque la réserve parlementaire, qui permettait justement au niveau de leur circonscription de pouvoir aider des associations. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, ces associations-là, elles doivent être aidées, et elles doivent aussi démultiplier
leurs moyens de sources de subventions, de sources de financement pour pouvoir permettre justement une indépendance totale. Et je pense que ça, c'est une des mesures qui est intéressante aussi pour aider toutes ces associations et qu'elles ne soient pas uniquement aussi figées et tenues par les collectivités territoriales. Jean-Baptiste Moreau, rapidement. Oui, non, mais rapidement, saluer effectivement ces associations qui bossent dans le secteur médical. Il y a les clowns à l'hôpital aussi, il y a un certain nombre d'autres associations comme ça qui travaillent et c'est souhaitable. Après, sur ce que vient de me dire Éric Tegner, il y a quand même la réserve parlementaire, puisque j'en faisais partie, a été basculée sur le fonds de la vie associative qui est décidé en préfecture. Il y a aujourd'hui des subventions supplémentaires qui sont tombées grâce à ce fonds de financement de la vie associative. Bon, alors c'est pas forcément simple, mais c'est plus objectif parce que je veux bien qu'il y ait la nostalgie de la réserve parlementaire, mais c'était plus du clientélisme destiné à arroser les copains et copines, et c'était pas toujours les associations les plus vertueuses et les plus utiles qui recevaient ces subventions. Donc voilà, je mettrai un bémol là-dessus, mais effectivement la vie associative, moi j'ai un territoire où il y a le plus grand nombre d'associations par habitant, et c'est essentiel dans la vie, non seulement à l'hôpital, mais dans la vie des territoires ruraux comme le mien. Les associations jouent un rôle absolument fondamental, et le bénévolat, effectivement, il y a des choses à valoriser au niveau du bénévolat. On va revenir avec vos coups de cœur, vos coups de gueule dans quelques instants, et puis aussi avec le point sur l'actualité. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre avec nos invités aujourd'hui. Lounès Adjout, adjoint à la mairie de Châtillon, porte-parole du PS, Éric Tegner, journaliste, président directeur de la rédaction du Livre Noir, Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, et puis Frédéric Fougera, président de Tenken Paris, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La com est un métier. On va passer à votre coup de cœur, Éric Tegner, coup de cœur pour Thomas Piketty aujourd'hui. On vous attendait pas là forcément, qui met en avant que le vote RN n'est pas un vote anti-immigré, mais d'abord un vote socio-économique. Oui, c'est très intéressant parce qu'en ce moment il est en tournée pour son livre justement. Il essaye de bousculer la gauche et il critique justement ces responsables de gauche, je ne sais pas si vous en faites partie, qui justement sont omnibulés par le fait que l'électorat RN serait mobilisé uniquement par la question de l'immigration. Il utilise d'ailleurs ce terme, Thomas Piketty, il dit le Rassemblement national, ce n'est pas un vote contre les immigrés, c'est-à-dire qu'il va encore plus loin, et il explique que dans le fond, c'est un problème de déclassement économique, c'est-à-dire qu'il y a une conscientisation depuis 2012-2017 par le Rassemblement national, qu'il y a aujourd'hui une désindustrialisation qui a massivement touché la population, les classes populaires, mais pas seulement, les classes moyennes aussi, qui ont vraiment réduit leur train de vie, et donc que le Rassemblement national, c'est d'abord ce vote. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de rappeler à la gauche, qui passe son temps aujourd'hui à expliquer qu'il faut défendre les travailleurs, les ouvriers, etc., que ce peuple ouvrier les a quittés depuis bien longtemps. Et ça me renvoie finalement à cette une de Libération. On le voit finalement permettez-moi l'expression, des Blancs, parce qu'ils parlent de diversité, mais on le voit à la une de Libération, il n'y a pas beaucoup de diversité dans leur parti politique, et qui appellent uniquement aujourd'hui à la légalisation des sans-papiers sur les métiers en zone tendue. C'est cela finalement aujourd'hui la gauche. Ils ont abandonné les ouvriers. Ils sont aujourd'hui les principaux défenseurs de ce que Georges Marchais à l'époque condamnait. Ils sont les défenseurs demain, typiquement, que les ouvriers soient en concurrence de plus en plus importante avec une immigration massive sur des métiers plus tendus, alors qu'il y a encore un chômage qui est important. Donc au moins Thomas Piketty là-dessus a une analyse salutaire, et c'est tant mieux. Lounès Adjout, alors la gauche, vous avez abandonné le vote ouvrier, les classes populaires. Alors c'est le vote qui les a abandonnés. Oui. Oui. Pour vous rassurer, puisque vous cherchiez de la diversité, vous avez en face de vous porte-parole du Parti Socialiste, qui est petit-fils lui-même d'ouvriers immigrés, venu dès son jeune âge depuis sa Kabylie profonde pour pallier le manque de main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'espère que vous êtes maintenant rassurés. Pour ce qui est de effectivement, on est suffisamment lucide pour être conscient du fait qu'une grande partie de l'électorat ouvrier, des classes populaires, ont abandonné, je dirais pas toute la gauche, mais en tout cas pour la partie qui me concerne, le Parti Socialiste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des grandes conventions qui a rythmé d'ailleurs nos universités d'été, et qui rythme pour nous notre début d'année scolaire, entre guillemets, c'est la question de la reconquête des classes populaires. Et nous avons notamment Philippe Brun, député de l'Eure, et Sarah Kirish-Bernard, qui est conseillère régionale des Hauts-de-France, qui justement
font un travail énorme et sillonnent la France en ce moment pour retravailler avec les associations, avec les élus locaux, avec les collectifs, pour justement retrouver un discours, retrouver des propositions, un positionnement politique qui est celui qu'attendent nos compatriotes issus des classes populaires et des classes moyennes. Il y a du pain sur la planche quand même. Et par ailleurs, juste pour répondre, nous, à aucun moment nous avons pensé que l'électorat RN, Front National, était un électorat exclusivement anti-immigré. Vous savez, on sait lire aussi des sondages d'opinion, on sait lire aussi les études, et on sait très bien que c'est notamment ce sentiment de déclassement qui fait glisser une partie de l'électorat vers le Rassemblement national. Mais c'est vrai que souvent les attaques ce que l'on dénonce, c'est que le discours du Rassemblement national, c'est d'utiliser ce sentiment de déclassement pour, in fine, systématiquement, et c'est à chaque fois, même quand je suis dans ce studio, arriver sur la question de l'immigration comme unique problème de ces classes populaires. Jean-Baptiste Moreau, vous vouliez réagir? Non, mais oui, moi ça m'intéresse. Et j'étais très intéressé par les interventions de Thomas Piketty, parce que moi j'en viens de la gauche. J'ai jamais été encarté au PS, mais j'ai fait des campagnes régionales, départementales et locales avec eux. Donc je pense être assez bien placé. Il y avait une tribune récemment de Rémi Branco qui était très intéressante, qui est conseiller général du Lot, qui a auparavant été un collaborateur de Stéphane Le Foll, donc que je connais bien au ministère de l'Agriculture. Et Rémi était un de ses collaborateurs au cabinet. Donc et qui disait non seulement les classes populaires, mais aussi la ruralité. La ruralité, je veux dire, se sent totalement abandonnée. Le vote RN dans la ruralité, il est effectivement pas contre l'immigration, parce qu'il y en a assez peu globalement dans des territoires comme le mien. C'est pas une problématique cruciale. Alors il y a un imaginaire autour quand même qui fait qui mobilise un peu le vote, mais c'est ce sentiment d'abandon et de déclassement, et c'est renforcé tous les jours. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, j'en suis désolé, mais la gauche républicaine, on l'entend pas, ou quand on l'entend, c'est uniquement sur la stigmatisation et les caricatures. On l'a vu récemment avec la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, où il renvoie la vision de la France qui a été développée par Jean Dujardin. Alors, on peut trouver bon ou pas bon le truc. Moi, j'ai plutôt aimé, je trouvais ça plutôt sympa. Ça représentait bien la France du rugby, des troisième mi-temps et des bagarres générales sur le pré au fin fond de la Corrèze ou au fin fond de la Dordogne, comme je les ai connus, mais au-delà de ça, de renvoyer cette vision de la France là au pétainisme, à l'extrême droite, en défendant la cérémonie, je me suis fait accuser d'être d'extrême droite, d'être pétainiste. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur. Souvent, on est souvent accusé d'être d'extrême droite. La républicaine ne reviendra jamais au pouvoir en renvoyant cette vision de la France. Elle existe. Je dis pas que c'est la seule France. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi, évidemment, la France, elle est multiple et elle est complexe. Mais cette espèce de déconnexion d'une certaine caste médiatico-politique plutôt classée à gauche me désespère au plus haut point, parce que je pense que la gauche a des idéaux d'humanisme et autres à transmettre, sauf qu'aujourd'hui elle est devenue inaudible par une bonne partie de la population qui se sent uniquement stigmatisée, pointée du doigt et méprisée par une partie de cette classe politique. À l'échelon local, c'est pas forcément. Je suis désolé de reprendre la parole. À l'échelon local, c'est pas vrai ce que vous dites. À l'échelon local, les partis de gauche sont extrêmement présents. J'ai pas dit à l'échelon moi, local. Ici, je représente le Parti socialiste. On fait partie. On est sûrement le deuxième parti politique le plus représenté à l'échelon local, notamment dans les zones rurales. Un certain nombre de départements sont présidés extrêmement ruraux, voire uniquement ruraux, sont présidés par des présidents socialistes avec des majorités socialistes. Écoutez, je veux dire, on a beaucoup de régions aussi avec beaucoup de ruralité présidées par des socialistes, beaucoup de villes, beaucoup de villages et d'intercommunalités qui sont... Mais Lounès Adjo, ça veut dire que ce milieu politico-médiatique de gauche que vient de décrire Jean-Baptiste Moreau vous fait du mal, en fait? Non, mais il vous fait du mal à vous, la gauche, tout simplement. Peut-être, mais ça peut pas être un jugement à l'emporte-pièce. Je veux dire, la vision, la politique nationale ne peut pas résumer toute la vie politique. Une grande partie de la vie politique, elle se passe aussi sur le terrain, localement. Non, mais je suis d'accord, mais au niveau des instances nationales, ces élus locaux ne sont plus représentés. Les élus nationaux sont souvent des apparatchiks. Je vous invite à regarder les instances aujourd'hui du Parti socialiste. Elle est principalement, exclusivement composée d'élus locaux. La vice-première secrétaire du Parti socialiste est maire de Nantes. Le secrétaire général du Parti socialiste est maire de Saint-Vallier, dans la Drôme. Voilà. Donc, je vous invite à regarder un peu les choses et à ne pas vivre. Et la maire socialiste de Paris a fait moins de 5% aux dernières élections présidentielles. Des choses qui existaient avant. Mais aujourd'hui, je crois que la direction du Parti socialiste que je représente
est tout de même beaucoup plus représentative que beaucoup de partis politiques, dont ceux de la majorité. Frédéric Fougera, qu'est-ce que vous en pensez ? Sous un angle de communication politique, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même un écart abyssal entre le discours sur l'immigration de la droite, que je veux dire radicale, pour pas utiliser le terme extrême, et les réelles préoccupations de leur propre électorat. Le Rassemblement national, il a un discours simple, quotidien, proche des préoccupations immédiates. Donc ça parle à cet électorat qui souvent vient de la gauche, parce que c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Ils ne sont pas dans une projection lointaine ou philosophique, quand d'autres ont des discours beaucoup plus élitistes, beaucoup plus incompréhensibles, ce qui explique probablement cette perte ou ce transfert d'électeurs, mais qui n'est pas forcément lié sur la question de l'immigration, qui en revanche est la bonne thématique pour faire du bruit politique, pour faire de la communication politique et pour faire du bruit médiatique. Donc il y a comme une entente pour parler de ce sujet, qui est un sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, mais c'est peut-être certainement, je pense pas que ce soit le sujet et ou la préoccupation principale des électeurs du Rassemblement national, mais la combinaison fait un algorithme qui fonctionne. Après, je tiens quand même à préciser que quand on regarde les sondages, au sein du Rassemblement national, la lutte contre l'immigration, c'est 85%. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc il ne faut pas non plus faire dire à quelqu'un comme Thomas Piketty ou à moi tout à l'heure qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans le fond, ce vote contestataire, où à l'époque, on se disait que ça voulait dire qu'il fallait arrêter l'immigration, c'est plus ça. Et donc, il faut faire comme ce que suggèrent justement vos amis du Parti socialiste, ça veut dire légaliser tous les sans-papiers aujourd'hui. La vérité, c'est que ça reste dans les préoccupations. Non, pas tous les sans-papiers, les travailleurs clandestins qui travaillent. Oui, mais derrière, c'est un appel d'air. Et derrière aussi, aujourd'hui, la première source d'arrivée d'immigration, elle vient du Bangladesh. On n'en parle pas beaucoup. Et les Bangladais, vous allez voir dans les restaurants parisiens, etc., ils travaillent énormément justement dans ces restaurants. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez critiquer ce que je viens de dire. Après, vous allez utiliser mon argument pour justement légitimer ce que vous essayez de pousser. Oui, dans les faits, aujourd'hui, les Bangladais qui sont les premiers arrivés, aux restaurateurs, ils travaillent, etc. Donc ça veut dire que oui, en fait, on légaliserait beaucoup de sans-papiers qui aujourd'hui justement pourraient dire qu'ils travaillent. Ça ne veut pas dire que la majorité des sans-papiers aujourd'hui travaillent. Je crois qu'on a énormément d'immigrés qui sont à 35% de chômage. Ça n'empêche pas que derrière il y aura un appel d'air qui sera extrêmement important, et ça sera un message aussi qui serait catastrophique à l'heure où au niveau européen il y a quand même une fermeture globale des politiques migratoires. On le voit dans les pays du Nord qui justement ont su, un peu comme le Rassemblement national, expliquer que pour sauver l'État-providence il fallait arrêter justement l'immigration, alors que vous savez les pays scandinaves, moi j'en viens, ils sont vraiment attachés à une fibre sociale, ils étaient plutôt dans une logique d'ouverture au début des années 2000, et donc si les pays européens font ça, de facto, demain, le pays le plus attractif en Europe, ça sera la France. Et donc, envoyer ce message, je ne suis pas certain, justement, que ça soit un bon signe. Et ça va continuer à provoquer des arrivées massives de migrants en provenance d'Afrique et faire subir, justement, les drames qu'on ne cesse de voir aujourd'hui dans la Méditerranée. Donc là-dessus, je ne comprends pas à quel moment le Parti socialiste continue à aller sur cette logique, va se mobiliser en une de Libération avec une partie de la majorité présidentielle sur ce thème, sans prendre en compte que déjà Hidalgo, lorsqu'en 2015, elle avait fait un appel un peu comme Angela Merkel en Allemagne aux migrants justement de venir en France, et que ça avait provoqué tout ce qui provoque aujourd'hui, c'est-à-dire porte de la Chapelle, toutes les tentes, etc., leur dire de venir alors qu'on ne pouvait pas les accueillir. Moi, je trouve ça absolument dramatique. Et je trouve que pour le coup, les élus locaux, normalement, aujourd'hui, sont les premiers confrontés à l'immigration, et vous devriez justement monter au front si vous pensez qu'il y a une déconnexion entre la base et l'élite du Parti socialiste. Il faudrait juste rappeler que le Bangladesh, c'est pas en Afrique, c'est en Asie, et j'aimerais pas qu'on ferme trop de restaurants, parce qu'en l'occurrence, ils cuisinent très bien. J'ai absolument pas dit que c'était en Afrique. Il y a eu parlé des Africains, j'ai pas parlé, je parlais d'immigration en fait, tout en parlant des Bangladais, mais à aucun moment donné, j'ai dit ça. Mettez-vous d'accord, on revient dans quelques instants avec nos invités. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, Lounès adjoint à la mairie de Châtillon, porte-parole du PS, Éric Tegner, journaliste, président, directeur de la rédaction du Livre Noir, Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, et puis Frédéric Fougera, président d'une agence de communication Tincan Paris et cofondateur de l'agence, cogiteur et auteur de La com est un métier. Débat nourri, même pendant les pubs sur ce plateau, n'est-ce pas, dans ce studio. Jean-Baptiste Moreau, on va passer à vous avec votre coup de gueule, vous, sur le cannabis, le
fait de vouloir responsabiliser les consommateurs. Et vous dites c'est perdu d'avance. Non, mais ça marche pas, ça a jamais marché, ça marchera jamais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui sur les paquets de tabac, vous avez des photos immondes de cancéreux des poumons. J'ai pas vu que ça avait fait chuter beaucoup la consommation de tabac en France. Je veux dire, c'est de l'incantation et des vœux pieux. Moi, j'ai fait un rapport parlementaire du temps où je l'étais avec Robin Reda, qui était président de la commission, avec Ludovic Mendes et Caroline Janvier. On avait travaillé, on a auditionné plus de 150 personnes. Je veux dire, la culpabilisation du consommateur, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Quand vous avez 1 million de Français qui avouent quotidiennement fumer un joint, je veux dire, c'est d'acter sa propre impuissance d'aller là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut lutter efficacement, et il faut lutter plus efficacement contre le trafic, il faut lutter plus efficacement contre la consommation, il faut une vraie prévention sur la consommation notamment de cannabis chez les jeunes, qui est un vrai fléau aujourd'hui, mais qui est aujourd'hui un vrai fléau alors que c'est soi-disant interdit. Mais c'est de l'hypocrisie pure. Aujourd'hui, les quartiers sont tenus au niveau de l'ordre public par un certain nombre de réseaux, et effectivement, il faut saluer le boulot des forces de l'ordre et de la police et de la gendarmerie sur la lutte contre les trafics. Effectivement, ils font beaucoup de boulot aujourd'hui, sauf que ce que nous ont dit un certain nombre de gens, notamment des brigades des stupes et de commissaires des brigades des stupes, c'est que ils détruisent un réseau. Effectivement, ils arrivent, ils bossent pendant 3 ans pour arriver à démanteler un réseau de bout en bout. Le lendemain, il y en a 2 qui se font la guerre pour prendre la place de celui qu'ils ont démantelé, et c'est là qu'on a les règlements de compte, c'est là qu'on a les meurtres, c'est là qu'on a cette pauvre femme de 24 ans à Marseille qui s'est fait tuer au cours d'un règlement de compte, a priori entre groupes dans son appartement, pour reprendre la possession d'un point de deal. Et 6 mois après, ça y est, le réseau le plus puissant a repris la main, et c'est reparti comme en 40, comme on dit, et c'est reparti think as usual, quoi. Donc on a aujourd'hui cette méthode n'a jamais marché nulle part dans le monde, n'a jamais marché. La méthode toute répressive sur une consommation aussi massive d'un produit, on l'a vu dans les années 30 avec la prohibition, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On rappelle que c'est Gérald Darmanin ce matin qui a ciblé les consommateurs qui sont, selon lui, un peu responsables. J'étais en profond désaccord quand j'étais porte-parole d'En Marche, je suis toujours en profond désaccord avec lui sur cette thématique. Il faut changer de logiciel. Il faut légaliser, mais la légalisation ne veut pas dire autoriser tout et n'importe quoi, que l'État se retire et qu'on laisse tout le monde consommer de la drogue comme il veut. Il y a d'autres actions quand même, c'était au cours d'une interview, mais c'est vrai qu'il estime que la cocaïne s'est débridée en France, même de manière festive, et il comptait faire le lien. Le gros du volume aujourd'hui de la consommation de drogue, c'est quand même le cannabis, et c'est le gros du volume des trafiquants, et de fait, la prohibition ne fait que stimuler le trafic, comme ça l'a fait aux États-Unis avec Al Capone et compagnie sur l'alcool. Ça ne fait que stimuler les trafics, stimuler les marchés parallèles. Il faut légaliser, il faut encadrer, il faut que l'État joue son rôle de régulateur sur les prix, sur les qualités, parce qu'en plus, il se trouve tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et effectivement, les dealers, ils vendent d'abord du cannabis, c'est le produit d'appel, comme on parle si on parle de société de consommation. Ça fait venir les gens vers eux, et après, ils essayent de leur fourguer de la cocaïne, du crack, des amphètes, parce que c'est plus rémunérateur, parce que c'est plus addictif et que ça permet aux gens de revenir. Frédéric Fougera. Je suis malheureusement du camp des pessimistes, avec le sentiment qu'on ne s'en sortira jamais, parce qu'on est dans une forme d'hypocrisie, ou en tout cas c'est notre culture. En fait, on n'a que 2 choix dans cette situation. Soit on interdit, mais on interdit, c'est-à-dire que c'est sanctionné, c'est zéro arrangement. Et si on interdit réellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dégâts, il va peut-être y avoir des morts, il va y avoir du ménage à faire. Et ça, est-ce qu'il y a un politique qui est capable de prendre cette responsabilité? J'en doute. Soit on légalise, ce qui est une autre responsabilité. Mais il y aura des morts aussi. Ça tuera probablement le marché, le marché... sous-marin, mais pas totalement. Qui va être réellement prêt à prendre cette responsabilité? Pas totalement, mais ça y contribuera. Donc en fait, on est dans cette culture. Là, c'est interdit, mais c'est vrai que c'est un peu tiède. Non, mais c'est interdit, mais le nombre d'interdictions qui ne sont pas appliquées en France. Mais c'est notre culture. Mais il faut aussi comprendre que c'est notre culture. Notre langue française, ce sont des règles et plein d'exceptions. En fait, on est habitué. Notre cerveau est habitué à fonctionner comme ça. Mais là, si on veut régler ce problème, il y a un moment, il va falloir être cohérent, il va falloir prendre une décision et la respecter. Ou alors on n'y croit pas et on ne s'en sortira jamais. Éric Tegner. Moi, j'écoutais hier un des membres du syndicat Alliance Police qui justement disait qu'il était heureux que depuis l'année dernière, justement, il y ait ces amendes qui soient faites dans la rue aux consommateurs. Et il expliquait qu'il avait malgré tout découvert avec ahurissement que sur ces amendes, seuls 35% étaient de facto payés.
Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on va mobiliser des policiers. Des amendes en général, hein, pas que dans le trafic. Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que lorsque Gérald Darmanin essaye d'expliquer que c'est la solution, très bien, dans ce cas-là, il va falloir mettre des moyens. Déjà qu'on a du mal à trouver suffisamment de policiers pour les envoyer justement dans les quartiers pour lutter contre le trafic de drogue. Si son objectif, c'est d'essayer de développer une nouvelle forme de police et d'administration, parce que derrière, c'est toute une gestion pour s'attaquer justement aux consommateurs, je trouve que c'est assez hypocrite et ça dénote d'ailleurs le fait qu'il sent complètement que la situation lui échappe. Pour la simple et bonne raison que, en fait, ça fait 6 ans qu'ils auraient dû mettre en place des choses, hein, parce qu'ils disent toujours oui, ça fait 40 ans, c'est la faute de la police, etc. Ça fait quand même 6 ans qui sont ici. Sur l'histoire, on en viendra tout à l'heure, hein, sur le trafic de drogue. Ils étaient au courant depuis 2 ou 3 ans que justement il y allait y avoir les principaux dealers qui allaient sortir. Moi, je m'étais rendu plusieurs fois sur des reportages à Marseille où les policiers nous disaient dans 1 an, dans 2 ans, ça va être la cata parce que tous les principaux dealers ils vont sortir de prison et il va y avoir à ce moment-là justement des règlements de compte. Ça, on le savait. Et donc un Gérald Darmanin qui aujourd'hui se sent obligé de dire on va plus sanctionner les consommateurs, c'est hypocrite. Et en plus, de facto, on sait très bien. Il dit aussi que c'est parce qu'on enlève les points de deal qu'il y aura une partie des consommateurs qui vont échapper. Il y a une partie des consommateurs qui vont plus sur les points de deal, qui commandent sur Telegram, qui commandent sur Uber, qui commandent sur un tas d'autres méthodes. Et ceux-là, vous les attrapez jamais parce qu'ils commandent depuis leur appartement dans les beaux quartiers. Et ceux-là, vous les attrapez pas. Vous attrapez toujours le même public. Donc c'est totalement hypocrite. Ça ne marche pas. Et vous pouvez mettre 10 000, 15 000, 20 000 flics de plus, que ça ne changera rien. C'est vider l'océan avec une petite cuillère. Lounès Hadjoun. Je suis assez d'accord pour ma part. Il y a encore des débats sur la légalisation au Parti socialiste. Le débat n'est pas totalement tranché, même si on a évolué depuis quelques années plutôt dans ce sens-là. Moi, à titre personnel, je pense que c'est plutôt le pragmatisme qui l'emporterait. C'est-à-dire, et je partage ce que disait Jean-Baptiste Moreau sur la nécessité d'assécher une partie... pas totalement, parce que la réalité, c'est que d'autres drogues sont aussi vendues sur ces points de deal, mais le cannabis reste vraiment le gros des ventes sur ces points de deal. Ensuite, la réalité, c'est que tout ça est très hypocrite. Vouloir maintenant sanctionner davantage les consommateurs quand on a un nombre aussi important de la population qui consomme occasionnellement mais à partir du moment où c'est interdit. Enfin, je suis d'accord, mais la réalité, c'est que les moyens... soit on interdit, soit on autorise. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis, les moyens ne sont pas à la hauteur des ambitions formulées par le ministre de l'Intérieur. Et si on voulait vraiment s'attaquer au trafic de drogue, eh bien, il faudrait massivement renforcer les moyens de police judiciaire, que ce soit financièrement, que ce soit technologiquement. Il faudrait... penser à la création enfin d'un service de renseignement dédié à la lutte contre les narcotrafics, comme on l'a fait avec la lutte contre l'antiterrorisme. Ça, je crois que c'est impératif et ça permettrait de renforcer en amont et en aval la lutte contre le trafic de drogue. Et je crois que la France doit vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps parce qu'il mine un certain nombre de nos quartiers. Il est exécuté, enfin le trafic est fait dans les quartiers les plus populaires, mais il est nourri, et je crois que c'est important ce que vous disait aussi Jean-Baptiste Moreau, aussi par de la consommation dans les quartiers les plus privilégiés de notre pays. Donc là, encore une fois, c'est aussi une question d'inégalité entre ceux qui consomment dans leur confort, dans leur salon, et ceux qui subissent ces trafics, souvent dans les quartiers. Il faut plus mettre le paquet sur la prévention. On se retrouve, mon cher Jean-Baptiste Moreau. Il y a la petite musique, vous entendez? On se retrouve dans quelques instants pour Mettez-vous d'accord et la suite de nos débats nourris. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, on se retrouve avec nos invités Lounès Hadjoun, Éric Tegner, Jean-Baptiste Moreau et Frédéric Fougera. Autre débat dans l'actualité, Sephora France qui fait la promo des hijabeuses et de leur combat. Dans un clip, on voit une équipe de joueuses de foot dans leur routine beauté, vêtues d'hijab. Sachant, on le rappelle, que le Conseil d'État avait quand même confirmé son interdiction. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un mouvement de boycott, hashtag boycott Sephora. Alors, vous allez boycotter Sephora, Éric Tegner ? Vous savez, la question des boycotts, c'est pas tant le sujet. Moi, le sujet, c'est plutôt le fait qu'on est dans un monde capitalistique et qu'aujourd'hui, les grandes entreprises s'adaptent au marché. Et si Sephora, qui appartient à un groupe d'importance, qui est le groupe de Bernard Arnault, choisit aujourd'hui de faire cette publicité, qui est plus qu'une publicité, parce que quand on la regarde, c'est merveilleusement bien fait, c'est qu'ils ont eux-mêmes intégré le fait qu'aujourd'hui, il y avait une population musulmane très importante dans le pays,
mais pas issu de n'importe quel courant, parce que je tiens à rappeler que le hijab n'est pas porté ou revendiqué par de nombreux pays musulmans, mais d'abord par les pays dits wahhabites, notamment d'Arabie Saoudite, et donc c'est l'aile justement la plus radicale de l'islam. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure où, lorsqu'on entend certains responsables politiques dire qu'il y a une islamisation galopante de la France, et que dans le même temps, de l'autre côté, on explique que ça c'est de l'islamophobie, que c'est faux et que c'est du complot, eh bien on voit que ces entreprises-là, ces grandes entreprises, ont choisi elles-mêmes d'intégrer dans leur modèle économique cette transformation de la population. Donc moi, plutôt que de m'attaquer en fait à ces entreprises, j'aimerais d'abord qu'on commence à essayer de voir qu'elles s'adaptent à ce marché-là. Donc à un moment donné, est-ce que c'est la France qu'on veut demain? Parce que c'est ce qui finira par arriver. Si on a une France islamisée, dans les faits, on finira par dire certainement, comme monsieur va le faire d'ici quelques secondes, qu'à un moment donné, on ne va pas non plus obliger cette population à s'habiller de telle ou telle façon. Ils ont leur liberté, etc. Mais moi, j'aimerais rappeler que lorsqu'il y a quelques années, on expliquait, je pense à Philippe de Villiers en 2006, qu'il y allait justement avoir un risque d'islamisation du pays. Il avait raison d'une certaine façon trop tôt, on lui expliquait que c'était faux, et aujourd'hui on essaye d'expliquer justement que de toute façon c'est comme ça et qu'il faut s'adapter. Lounès Hadjoun, je vous laisse répondre forcément. Du coup, je ne parle plus puisque monsieur parle on m'a dit pour que c'était moi un débat. Donc et c'est tout ce que je vais dire par avance. Par ailleurs, il n'a pas forcément tort. Enfin, aujourd'hui, notamment sur la question capitalistique, on ne peut pas vouloir vivre dans un monde où la consommation est reine et où la liberté d'entreprendre est la règle, et c'est le monde dans lequel nous vivons, et demander à Sephora de respecter des règles qui ne sont pas celles auxquelles il est soumis. Donc c'est une réalité, il y a un marché et Sephora cherche à le capter. Ensuite, sur la question, mais juste parce que je vois le glissement, et en fait ce glissement se fait depuis un certain nombre d'années, depuis que l'influence des discours d'extrême droite augmente et qu'ils ont une audience de plus en plus importante. Ce glissement avant... L'audience, ce sont des gens, pour préciser. Donc c'est des gens qui sont intéressés par ça parce que ça leur parle. À partir du moment où... Pas des chiffres. Non, mais l'audience, oui, bien sûr, ce sont des gens, oui. Mais l'audience qui vous est donnée, c'est aussi le niveau de capacité à dans cette logique parler, capitalistique, il y a des gens qui sont intéressés par ces sujets. C'est pour ça qu'il y a des chefs d'entreprise qui posent des médias dans votre discours. Mais juste faire attention. Mais est-ce que ça vous choque, vous, tout simplement, en bon laïc, on est laïque à gauche quand même au Parti Socialiste. Moi, je suis parfaitement laïque et défendeur de la laïcité, sauf qu'il y a une réalité, c'est que dans l'espace public, outre ce qui est interdit, le hijab, je crois qu'il est autorisé. Et c'est ce que j'allais dire. Attention à ne pas faire de glissement sur le hijab. Le hijab, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un vêtement wahhabite. Allez dans les pays wahhabites, vous verrez que le hijab, c'est déjà trop léger pour eux. Le hijab, c'est ce voile qui couvre les cheveux parfois jusqu'en haut des épaules. Ce n'est pas le voile intégral, ce n'est pas le niqab. Faisons attention à ce glissement, parce que si l'objectif c'est d'exclure toutes celles qui portent le voile et qui ne vont pas plus loin et qui sont dans le respect du cadre républicain, ça va faire beaucoup de monde à mettre justement arrivé de côté. Dans ces pays où il y avait le hijab, ça vient de chez eux, et comme vous l'avez dit justement, ils se sont encore plus radicalisés. Moi, c'est là le glissement qui m'inquiète. Je trouve que c'est choquant. Est-ce que Sephora me demande mon avis quand ils font leur publicité? Il y a d'autres publicités qui me choquent également. Moi, je ne suis pas partisan du fait que les marques fassent la promotion de tel ou tel vêtement religieux. Après, qu'ils l'incarnent dans leur publicité, c'est leur droit. Mais que ce soit des publicités ciblées, déjà moi j'ai toujours un peu gêné par ce ciblage extrêmement fin, mais qu'ils le fassent à telle ville, c'est des hijabeuses du foot, dans leur publicité, c'est pas totalement choquant. Pour une fois, on a trouvé un point commun entre Bernard Arnault et Jean-Luc Mélenchon, et entre LFI et LVMH, c'est quand même assez intéressant de le constater, quoi. C'est les soubresauts de la société de consommation, c'est le clientélisme, on s'adresse à des communautés, donc que ce soit LFI ou LVMH, c'est la même chose aujourd'hui. Moi, le hijab dans l'enceinte privée et la pratique de la religion dans l'enceinte privée, je suis un laïc, profondément laïque, effectivement, ça regarde chacun. Dans l'enceinte privée, je suis entièrement d'accord, on s'habille comme on veut et on pratique sa religion comme on l'entend dans l'espace public.
Dans l'espace public, oui. Le vêtement, c'est très précis. Moi, j'ai quand même combattu une chose, c'était le voilement des fillettes dans l'espace public, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'islam, et c'est effectivement un outil de prosélytisme des islamistes, c'est-à-dire de l'islam politique, qui l'utilise à des fins de lutte contre les lois de la République. Donc c'est quand même très particulier. Et le hijab, voilà, effectivement, c'est aujourd'hui aussi, il faut pas se tromper. Mais de l'autre côté, il faut pas se tromper non plus. Il faut arrêter de stigmatiser de façon systématique, parce que effectivement, on joue le jeu des islamistes qui essayent de regrouper l'ensemble des musulmans derrière eux, qui ne sont pas aujourd'hui derrière eux dans leur grande majorité. Et il faut essayer d'avoir des discours un peu rationnels sur la question, mais ce que fait LFI en défendant systématiquement les islamistes, voire en les promouvant, ou ce que fait aujourd'hui LVMH, c'est du communautarisme poussé à son extrême, c'est du clientélisme, c'est c'est les soubresauts d'une société de consommation poussée à son extrême. Il faut pas se tromper. Bienvenue dans le monde capitaliste promu par Emmanuel Macron. Même Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé, vous tapez sur Jean-Luc Mélenchon, mais sans en faire le défenseur. Celui qui aujourd'hui ouvre toutes les vannes du capitalisme déchaîné dans notre pays, il s'appelle Emmanuel Macron. Oui, mais celui qui s'assoit sur toutes les règles de la laïcité et qui joue le jeu des islamistes dans les quartiers, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et celui qui a ouvert les portes à tout le Moyen-Orient, à tout le Qatar, à toute l'Arabie Saoudite, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez, il faut aussi remettre sur le bon camp politique. Il faut remettre aussi sur le bon camp politique. Frédéric Fougera, vous comptez les points? Non, je compte pas les points, mais je voudrais aborder le sujet avec mon regard de communicant. Moi, ça me semble être une erreur de la marque Sephora, qui soit ne mesure pas sa responsabilité, ou alors préfère sa publicité. Mais en tout cas, en tant que communicant, ça me touche. Pourquoi ? Que des filles fassent du sport avec la tête couverte, ça ne me pose aucun problème, mais en réalité, ça ne me regarde même pas. Vous l'avez évoqué, pour l'organisation de matchs, c'est cadré, les signes religieux, politiques, syndicaux, ça c'est interdit, c'est validé par le Conseil d'État. Maintenant que dans la rue, elles fassent du sport dans leur tenue du moment, leur tenue de choix, ça ne me regarde pas. Mais la communication, c'est avoir une intention. Alors la question que je me pose quand je vois ça, c'est quelle est l'intention de Sephora ? Et quand je vous dis que c'est une erreur, parce que pour moi c'est une erreur, parce que la période elle est particulièrement sensible, on l'a vu avec les questions de tenue au moment de la rentrée scolaire, donc ça ne me paraît pas être le bon moment, ou alors faire le choix d'une provocation, donc c'est une intention. Je pense que c'est aller capter un business. Bien sûr. Oui, mais le choix du moment est quand même particulier, et le choix du bruit médiatique que ça peut représenter est particulier. C'est justement une erreur à ce niveau-là, puisque ça permet à certains qui rêvent de polémique sur ces sujets, finalement on leur ouvre une porte pour atteindre et toucher tous les musulmans, dont la majorité n'est même pas concernée par ce genre de sujet. Ces sujets les saoulent la majorité des musulmans, parce que ça ne les regarde pas, sauf qu'ils se sentent attaqués, ils se sentent pris pour cible, du coup ils se mettent dans une position défensive, et ça sert à quoi ? Ça régale, ça sert l'islam politique, dont l'objectif n'est pas de rendre la vie meilleure ou d'essayer de nous convertir les non-musulmans à l'islam. Non, ça sert à essayer de nous imposer une société, une culture, avec des règles qui ne sont pas celles de la démocratie. Donc, je pense que ce choix est une erreur, alors calculée ou pas calculée, mais je trouve ça très regrettable. En tant que communicant, jamais j'aurais fait ça. Je partage votre avis, d'ailleurs, ce sera intéressant. Sur une messe basse, sans mauvais jeu de mots de Jean-Baptiste Moreau, ça les emmène pas vers la charia. Non, mais les islamistes veulent que les lois de l'islam s'imposent aux lois de la République et de leur islam, de leur vision de l'islam. Fasse attention à ce que l'on dit. C'est pas parce que un certain nombre de nos compatriotes de religion musulmane se sentent mal considérés ou autres qu'ils sont poussés vers la charia. Ils sont d'abord poussés vers le désintérêt de la chose publique, comme un certain nombre de nos compatriotes avec ou sans religion. Et parler des islamistes, mais parce que comme le tac au tac faisait qu'on pouvait, les auditeurs pouvaient mal l'entendre. Donc je préférais au moins préciser ce point-là. Éric Tegner. Je tiens quand même à établir une différence. Alors, je suis d'accord. Moi, je pense d'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment le groupe LVMH, si véritablement ils l'ont vu, s'ils l'ont validé, etc. C'est pas si sûr que ça, parce que Bernard Arnault essaie quand même d'être assez prudent, en tout cas de plus en plus prudent, je trouve, ces derniers mois. Pour moi, il faut établir une différence quand on parle des musulmans. Moi, ce qui m'intéresse d'abord sur ce sujet, ce sont les jeunes musulmans. Parce que cette publicité, elle s'adresse aux jeunes, elle ne s'adresse pas aux cinquantenaires. Et au niveau des jeunes musulmans aujourd'hui en France, qu'on observe,
c'est une radicalisation. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous radicalisés ou que la majorité l'est. Je suis en train de dire qu'il y a une pente, justement, qui tend à les radicaliser. Et on le voit dans différentes études qui sont faites. On l'a vu sur l'Institut Montaigne, etc., où on atteignait des chiffres lorsqu'on posait la question de savoir si les lois de la charia étaient supérieures aux lois de la République, qui avoisinaient quasiment les 50%. Donc c'est ça. Et de se dire que derrière, en fait, il y a des groupes aujourd'hui... J'aimerais savoir s'ils connaissent les lois de la charia et peut-être même les lois de la République. Et ils les appliquent sûrement pas non plus. Mais vous savez, c'est comme les catholiques, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous connaissez pas la Bible par cœur que vous êtes un mauvais chrétien ou que on va vous dire du coup vous ne croyez pas en Dieu, que vous voulez pas avoir une sorte de pratique telle ou telle de votre religion. À un moment donné, il faut arrêter de dire que les seuls radicalisés musulmans sont ceux qui connaissent par cœur leur texte. C'est faux. À un moment donné, c'est l'esprit aussi qui veulent inculquer et ça il faut arrêter de se tromper. Et donc pour moi, ce qui me choque pour le coup, c'est qu'à l'heure où il y a une responsabilisation qui doit être majeure aujourd'hui au niveau des jeunes, qu'il y a un groupe justement qui fait partie du groupe du CAC 40 et qui se mobilise justement pour en rajouter là-dessus. Parce qu'à un moment donné, vous savez, dans 20 ans, on aura à traiter le problème de ces jeunes qui seront devenus des parents et qui s'occuperont de l'éducation de leurs enfants. On cesse d'expliquer que le problème à l'école aujourd'hui, c'est en partie aussi dû aux parents et un problème d'éducation. Et donc, à chaque fois, on ne se pose pas les questions en avance. Le vrai problème aujourd'hui, ce ne sont pas les musulmans, les quelques musulmans radicalisés qui ont 50 ou 60 ans. Ce sont les jeunes qui ont 15 ans, les jeunes qui, justement, lors de l'interdiction de la baya, étaient ravis sur TikTok. Parce que sur TikTok, vraiment, il faut s'y rendre, de lancer le hashtag Gabriel Attal pour dire il y a des promos sur la baya en ce moment. C'est quand même ça qui se passe. Et des jeunes qui, justement, sont dans une logique beaucoup plus provocatrice, qui est alimentée aussi par un état d'esprit aujourd'hui, effectivement, de la société, des réseaux sociaux, etc., qui fait qu'en fait, cette radicalisation des jeunes musulmans, elle a un terreau extrêmement favorable. Rapidement, Lounès Hadjoul, parce qu'on arrive. Non, moi, je veux juste alarmer sur une chose, c'est qu'on est dans une essentialisation permanente des jeunes issus de l'immigration africaine, maghrébine ou une partie asiatique qui serait de religion musulmane. Faisons attention, une grande partie de nos concitoyens jeunes issus de parents issus de ces immigrations-là, soit ne pratiquent pas, soit sont culturellement proches de la pratique religieuse, mais ne sont pas des pratiquants, ils sont seulement des croyants. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas généraliser. Oui, non, mais c'est pour ça. Voilà. Faisons attention à ne pas parler des jeunes musulmans. Oui. Enfin, les jeunes musulmans, c'est pas une catégorie socio-professionnelle. Attention, musulman, c'est pas un métier. On revient dans quelques instants. Mettez-vous d'accord avec nos invités. Restez avec nous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord.